un blasphème. L'idée de mettre le nom de Dieu sur un billet de banque est quand même quelque chose qui dépasse l'entendement pour ceux du moins qui pensent à la parole dans les évangiles du Christ qui dit il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, vous savez, au moment de la parabole sur le denier. Mais ce qui est intéressant également dans le revers de ce billet de banque, c'est le signe, le grand sceau des États-Unis d'Amérique. L'on voit un symbole maçonnique avec la date de 1776, parce qu'effectivement les sociétés de franc-maçonnerie ont été largement à l'origine des principes révolutionnaires, à la fois aux États-Unis et en France. Mais le plus intéressant est ailleurs, lié dans cette bannière qu'il y a en dessous. Vous pouvez peut-être lire, c'est écrit en latin « Novus Ordo Seclorum ». C'est surtout les billets de dollars qui circulent à travers le monde et qui se chiffrent donc en milliards et milliards et milliards. Ça n'est pas un détail. L'enseignement supérieur Novus Ordo Seclorum, c'est du latin, ça veut dire le nouvel ordre des siècles. Le nouvel ordre du monde. Le nouvel ordre pour les siècles des siècles. Donc c'est une pensée typiquement impériale. L'Amérique estime avoir vocation à fixer un nouvel ordre mondial. C'est d'autant plus impressionnant qu'à l'époque, en 1700, disons tournant du 19e siècle, en 1800, il y a aux États-Unis 7 millions d'habitants, dont d'ailleurs de nombreux esclaves. C'est encore un tout petit pays. En France, par exemple, il y a 34 millions, 32, 34 millions d'habitants. Les bâtiments achevés en Donc voilà un pays qui a 4 fois moins d'habitants d'habitants que la France. Il est vrai que la France est le pays le plus peuplé d'Occident. Et superposés. voilà un pays qui a 4 fois moins d'habitants que la France, qui sort d'une guerre d'indépendance et qui néanmoins prétend avoir une vocation impériale. On va le voir. En 1812, sur cet exemple, il s'agit cette fois-ci de Andrew Jackson. Andrew Jackson a été le 7e président des États-Unis d'Amérique. Mais avant d'être élu président, il a été le général en chef qui a mené une guerre contre le Royaume-Uni. Et parce que, une fois que la guerre d'indépendance a été gagnée, il s'est achevé par le traité de Versailles de 1784 sur l'indépendance des États-Unis d'Amérique, comme je le disais tout à l'heure, les États-Unis n'ont pas baissé la garde, ils sont continués ensuite à chercher finalement à évincer la puissance britannique du continent nord-américain. Ils ont profité des guerres napoléoniennes pour aller porter la guerre au Canada, puisque le Canada, c'était justement les provinces britanniques, les colonies britanniques du Canada qui étaient restées fidèles à la couronne britannique. Et donc, profitant, vous voyez, 1812, ça commence à sentir le roussi pour Napoléon. 1813, c'est la campagne de Russie, la Bérésina, donc on va atteindre. Mais en 1809, 1810, 1811, les Américains avaient compris que les Anglais étaient tellement occupés à organiser le blocus continental contre la France que c'était le bon moment pour attaquer les forces anglaises qui sont au Canada. Voilà. Donc je le sais parce que pour avoir recours il n'y avait pas d'armée de métier aux États-Unis à l'époque, mais pour avoir donc recours à une armée donc de conscrits, Andrew Jackson a fait un discours qui est resté connu, où il disait « Nous allons nous prévaloir de notre droit au libre-échange et ouvrir le marché aux produits de notre sol afin d'égaler les exploits de Rome. » Voilà quand même quelque chose d'extraordinaire. Ce petit pays de 7 millions d'habitants, encore une puissance totalement agricole qui ne fait que des plantations de coton, qui prétend donc avoir recours le droit au libre-échange. Vous voyez bien que c'est toujours le problème du commerce international dont on parlait tout à l'heure, pour égaler les exploits de Rome, c'est-à-dire pour se transformer en empire. Alors, comme cette guerre qu'ils vont mener contre les Britanniques ne va pas aboutir au résultat escompté. Les colons britanniques du Canada restent fidèles au Royaume-Uni, et donc, malgré un certain nombre de batailles, l'une des plus célèbres étant lorsque les troupes anglaises du Canada sont descendues jusqu'à la capitale, Washington, et ont brûlé la résidence du président des États-Unis, et qu'il a fallu ensuite repeindre en blanc parce qu'elle était entièrement noircie par les incendies. Et c'est depuis ce moment-là qu'on appelle la Maison Blanche, White House, c'est-à-dire depuis qu'il a fallu la repeindre après 1812 et ses conflits avec l'armée britannique. Eh bien, en définitive, tout ça a abouti au traité de Gand, en Belgique, où on est parvenu au statu quo, c'est-à-dire que les Américains ne sont pas parvenus à mettre la main sur le Canada britannique. Alors, à partir de ce moment-là,
les Américains vont poursuivre le même objectif, Sous certaines mais conditions, d'une autre façon. les étudiants Ils étrangers vont peuvent donc être admis sur inventer, titre comme auditeurs et c'est titulaires. très important de le comprendre, La durée des puisque études c'est un est peu de la 3 même ans sous guerre le qui régime nous de est menée, l'externat. c'est celle de Mitterrand. Vous intégrez sur le Vous ne concours. comprenez pas à Des quoi elle studios et ressemblait. appartements Ils sont vont néanmoins inventer mis à disposition un des nouveau élèves type près de de l'école. conflit. Une guerre qui ne dit pas son nom et qui est parfaitement résumée par ce compte-rendu de Isaac Andrews, agent secret des États-Unis d'Amérique, faisant rapport au département d'État le 13 mai 1854. Le département d'État, c'est le ministère des Affaires étrangères américain. Cette lettre fait partie Le corps de enseignant, documents très diversifié, historiques qui ont été comprend exhumés quelques dans un professeurs livre à que je plein vous temps recommande, du et moins des si équipes le mixtes sujet vous universitaires, intéresse, qui ingénieurs s'appelle et Hors cadres des du griffes de secteur l'aigle, public et privé, 4 siècles de sollicités résistance à temps canadienne à partiel dans les l'expansionnisme disciplines américain. relevant C'est de un leur ouvrage qui a été fait ici par un devant une chercheur manipulation canadien. de recherche. Alors, de quoi du Centre s'agit-il ? d'essais Il s'agit structures du d'un département agent de génie civil et secret urbanisme de américain l'Institut national des sciences appliquées. qui Les œuvre interventions au du corps Canada enseignant couvrent tout le champ pour pédagogique, essayer de cours mettre la théoriques, main travaux dirigés, au profit des travaux de États-Unis laboratoire, sur le Canada projets, conférences, par des visites de moyens chantier. guerriers qui ne sont pas une guerre traditionnelle, qui sont une guerre d'un nouveau type. présente un Ça. intérêt qui est reconnu maintenant à Et l'échelon dans ce national, rapport qu'il fait à avec son supérieur le principe de la hiérarchique, cartographie zéro. on révèle Petite ce station qui expérimentale est qui le permet type d'étudier même sur le de terrain cette guerre. Alors voilà les ce qu'il dit. mouvements d'eau Dans les le sols. but d'aider les mouvements L'Institut de mécanique de partisans Grenoble de est un l'annexion laboratoire et du d'université. libre-échange au Cette Canada. installation Vous voyez, dans est son esprit, destinée le à libre-échange avec simuler les États-Unis l'effet de la rotation de et la Terre l'annexion du Canada sur par les ces États-Unis, c'est en phénomènes à fait grande échelle, la même et puis ces chose. problèmes d'hydraulique Et il s'agit maritime, d'aider les mouvements d'océanographie, au Canada qui de œuvrent dans météorologie. cette direction. Quel est le niveau de bruit à peu près que vous avez J'ai là versé 5 000 $ à un rédacteur de journal. On arrive à 85, Ça veut dire 90 j'ai dBA. corrompu la presse canadienne. J'ai versé 5 000 $ à un procureur général. Aujourd'hui, nous C'est-à-dire, j'ai allons, donc avoir corrompu notre cours de géologie. la justice. J'ai versé 5 000 $ à un inspecteur général. J'ai corrompu l'administration. Sur la droite, Et j'ai versé 15 000 $ à un député, donc j'ai corrompu le niveau politique, de l'Assemblée du Les Nouveau-Brunswick. promotions sont Le divisées Nouveau-Brunswick, en c'est groupes une des départementaux, provinces animés par fédérales des enseignants du Canada, encadrés qui par existe formation toujours maximale. d'ailleurs, qui se trouve Le actuellement professeur dispose toujours d'un circuit fermé au de télévision sud-est pour du assurer Québec l'homogénéité et au de nord l'enseignement de par l'État du l'intervention Maine. directe. Et voici ce que poursuit notre agent secret. J'ai pris par conséquent les mesures qu'exigeait la situation au Nouveau-Brunswick afin de modérer l'opposition et de tranquilliser l'opinion publique. Alors ça, ce sont des mots qui sont réellement très importants à bien prendre en compte. La régie centrale Cette autorise guerre, elle est également la fondée diffusion sur de l'idée de documents tels modérer que plans, l'opposition et de films Super 8 tranquilliser mm l'opinion et 16 publique mm, parce que l'on a montage, acheté les magnétoscope, médias, diapositive, les hommes etc. politiques du pays qui est la cible de cette guerre. J'ai réussi à me rendre à Fredericton, c'est la capitale provinciale du Nouveau-Brunswick, avant la fin de la session de l'Assemblée législative, et j'ai ainsi évité tout débat sur la proposition de traité de libre-échange à l'étude ou sur toute autre À mesure l'occasion de législative séances très néfaste. importantes, C'est-à-dire qu'on va tranquilliser l'opinion publique dans ce type de guerre. On va faire une guerre, on va proposer des mesures de libre-échange parce que le libre-échange va faire en sorte que l'on va modifier les structures économiques du pays. On va imposer un modèle économique, un modèle social au pays visé. Et pour tranquilliser l'opinion publique, surtout, il faut qu'elle ne soit pas au courant. Donc, on modère l'opposition et on évite tous les débats de fond. C'est ce que nous vivons en ce moment. Hein. Vous l'avez vu d'ailleurs, j'aurai l'occasion d'y revenir sur cette la campagne présidentielle. Tous les vrais débats sont totalement occultés. Ainsi que les limites On fait mousser d'autres petits débats, j'aurai l'occasion d'y revenir. Ces objectifs imposent Et voilà la mise en comment œuvre de conclut M. matériel Andrews. et Il dit d'instruments j'ai de mesure dépensé proches de ceux utilisés dans les plus centres de 100 000 recherche. $ pour convaincre d'éminentes personnalités d'appuyer l'annexion du Canada par les États-Unis ou sinon le libre-échange avec les États-Unis. Vous voyez donc bien que dans cette pensée, l'annexion du Canada par les États-Unis ou le libre-échange, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le libre-échange avec les États-Unis va mener progressivement à l'annexion d'une façon ou d'une autre. Mais cette somme n'est rien en comparaison des privilèges qui vont être obtenus de façon permanente et du pouvoir et de l'influence que cela donnera à jamais à notre confédération. Voilà. Donc c'est, je crois, un texte qu'il faut bien avoir à l'esprit. Il est décisif parce que nous sommes en 2012. Ça fait donc maintenant 158 ans, n'est-ce pas, que ce texte a été écrit. Et d'une certaine façon,
on peut considérer qu'il donne toujours la clé de compréhension de la façon dont fonctionne cette guerre inconnue dont parlait François Mitterrand pour ce qui concerne la France, guerre inconnue menée par les États-Unis. Avec la mise à disposition d'un grand nombre de consoles reliées à un ordinateur. Alors, cette stratégie n'a pas été un coup d'épée dans l'eau, si j'ose dire. On la retrouve tout au long de l'histoire américaine. 6 ans après, en 1860, c'est le consul américain à Montréal qui écrit à son supérieur hiérarchique, le secrétaire d'État américain Lewis Cass, qu'on voit ici dans une statue en pied en marbre au Sénat des États-Unis, et il écrit le traité de libre-échange entre les États-Unis et le Canada, parce qu'ils avaient réussi à imposer un premier traité de libre-échange. Traité de libre-échange, ça ne veut pas dire que tout circule librement. Ça veut dire que déjà, on a démantelé certaines protections sur certaines spécialités douanières. Donc voilà ce qu'écrit le consul. Il dit le traité de libre-échange entre les États-Unis et le Canada est en train de transformer tranquillement mais sûrement, les 5 provinces canadiennes en État de l'Union. Avec une opinion publique qui ne comprend rien. En 1888, 28 ans après, nous avons le sénateur Sherman, qui est un républicain de l'Ohio. C'est un homme très important à l'époque, puisqu'il est le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, donc il est le numéro 2 de la diplomatie américaine après le ministre. Il a, et ça pour le coup, ce n'est plus des documents confidentiels comme ceux que je viens de présenter. Là, il s'agit du rapport officiel du Sénat du 7 août 1888. Il dit: je veux que le Canada fasse partie des États-Unis. Vous voyez, c'est une constante dans l'histoire américaine. L'union avec le Canada, dressez l'oreille, l'union avec le Canada ne se fera pas en adoptant des lois hostiles, mais plutôt en lui faisant des propositions amicales. C'est une guerre qui va utiliser un ressort qu'on n'avait jamais tellement utilisé auparavant, qui est la guerre par la séduction. Cette union est inévitable. L'idée aussi de se prévaloir d'une espèce d'inéluctabilité historique. La seule politique de notre gouvernement est d'offrir au Canada la liberté des échanges commerciaux et de lui faire cette proposition de façon fraternelle afin que le peuple canadien y voie une invitation à faire partie de notre République. Comme vous le voyez, en réalité, cette stratégie fonctionne et ne fonctionne pas. D'une certaine façon, elle fonctionne, puisqu'effectivement, progressivement, le Canada entre dans l'orbite américaine, mais elle ne fonctionne quand même pas parfaitement, puisque, d'ailleurs, il suffit de regarder, de nos jours encore, le Canada n'a toujours pas été phagocyté par les États-Unis. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis vont pousser encore plus loin cette stratégie vis-à-vis du Canada. C'est en 1948 où ils proposent un traité de libre-échange ultime, comme ils disent, c'est-à-dire que tout pourra désormais circuler totalement librement entre les États-Unis et le Canada, quelles que soient les spécialités douanières. Donc c'est finalement l'abolition des douanes. C'est ce que l'on va d'ailleurs imposer progressivement à l'Europe. Je vais y venir dans un instant, dans le cadre de la construction européenne. Et John Deutsch, qui à l'époque, en dépit de son nom, est canadien, il est le négociateur en chef du côté canadien de ce projet de traité de libre-échange ultime qui suscite, à l'époque, en 1948, une vive inquiétude dans la population canadienne. Et au Parlement d'Ottawa, voilà ce qu'il dit. Il dit le prix à payer pour une union douanière avec les États-Unis est la perte de notre indépendance politique, en ce sens que nous n'aurons plus le contrôle effectif de nos politiques nationales. Celles-ci seront décidées à Washington. Vous voyez donc bien, c'est une mécanique diabolique. Sous couvert d'avoir un traité de libre-échange qui n'intéresse personne, parce que ça paraît des sujets techniques, au bout du compte, le gouvernement canadien reconnaît lui-même qu'il n'aura plus le contrôle des politiques nationales qu'elles seront décidées à Washington. Ça revient à dire en définitive que la démocratie n'a plus de sens. C'est une attaque contre la démocratie dont il s'agit. Il ne faut pas se faire d'illusions. Alors à l'époque, ça avait suscité suffisamment de problèmes et de remous pour que le Premier ministre canadien de l'époque refuse ce traité de libre-échange. Un petit bilan sur la façon dont se sont constitués les États-Unis d'Amérique. Il n'y a pas d'exemple au monde d'un État qui s'est constitué de cette façon. D'abord, vous avez les 13 premières colonies, et puis qui ont commencé à se répandre vers l'ouest en allant d'ailleurs procéder à un génocide des Indiens. Et puis conquérir donc des terres aux Indiens, se les partager, créer de nouveaux États, se répandre. Et puis ensuite, ils sont passés à une diplomatie de l'argent et du commerce.
En 1803, les États-Unis achètent la Louisiane à la France. La Louisiane, ce n'est pas l'État de Louisiana qui est ici actuellement. La Louisiane, c'est tout ceci. Ça va jusqu'au Montana, jusqu'au Wyoming, le Colorado, etc. Tout ceci, toute cette... C'est un épisode de notre histoire qu'on n'a jamais appris, bien entendu, à nos concitoyens, notamment nos jeunes concitoyens. Il ne faut surtout jamais qu'ils aient l'impression qu'ils sont les héritiers d'un grand pays. Mais le Canada, une grande partie des États-Unis avait été découverte par les Français, par Cavelier de la Salle, et donc toutes ces terres immenses, à peu près un tiers du continent américain, du territoire américain continental, appartenait à la France. Donc Napoléon vend la Louisiane pour 20 millions de francs or au gouvernement américain. Il faut dire qu'il n'avait pas vraiment le choix, puisque Napoléon étant dans son blocus continental, eh bien, il ne pouvait pas aller protéger ses territoires. En réalité, d'ailleurs, aurait-il pu le faire qu'il n'y serait pas parvenu, parce que le problème, si les États-Unis auraient très bien pu devenir francophones. S'ils ne l'ont pas été, c'est pour une raison tout à fait structurelle, c'est que la France a commencé sa transition démographique à partir de la Régence, c'est-à-dire que le nombre d'enfants fait par les femmes françaises a commencé à diminuer drastiquement, et donc il n'y avait plus de surplus humain pour aller peupler les colonies nord-américaines. Alors qu'au même moment, les Anglais, plus encore les Irlandais, eux avaient un surplus humain considérable. Donc il y avait un flux constant de population anglophone qui arrivait aux États-Unis alors qu'il n'y avait pas de flux de population francophone. Donc les Américains achètent la Louisiane à la France en 1803. Ils vont acheter une partie de l'Arizona au Mexique en 1853. Ils vont acheter l'Alaska, qui est en fait pas ici, mais qui est il est en dehors de la carte. Ils vont acheter